Windows et Linux ont longtemps suivi deux trajectoires bien distinctes. D'un côté comme de l'autre, nous trouvons des utilitaires pour les faire coexister, comme Wine sur Linux ou MobiXterm sur Windows, mais aucun outil natif. Mais depuis que Linux est devenu le système d'exploitation du cloud, la stratégie de Microsoft sur ce point a radicalement changé. En 2016, Windows Subsystem for Linux ou WSL fait son apparition. Puis en 2019, WSL est annoncé dans sa version 2. Pourquoi Microsoft a soudainement décidé d'inclure Linux à son propre système d'exploitation? À qui et à quoi sert-il? Et finalement, comment fonctionne-t-il? Pour tenter de répondre à quelques-unes de ces questions, je reçois Nuno De Carmo. Nuno est Senior IT System Analyst pour Ferring Pharmaceuticals et est un passionné de WSL depuis la première heure. Au travers de son expérience personnelle, nous plongeons dans l'univers passionnant de Linux sur Windows. Nuno, bonjour, bienvenue. Salut, ça va? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, une lourde responsabilité t'incombe. Est-ce que tu vas réussir à me convaincre de repasser sous Windows après 15 ans où je suis sous Mac? Alors, on va essayer. Moi, je dis il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Alors justement, on est là pour parler de WSL ou alors WSL2. C'est quoi la différence? Très bonne question, en fait, parce que dernièrement, quand on parle de WSL, surtout moi, j'ai tendance à viser WSL2, en fait. Donc, WSL, d'abord, qu'est-ce que c'est? Windows Subsystem for Linux. C'est sorti en 2016 par Microsoft. Et c'était tout d'abord, alors là, maintenant, c'est là où je vais rentrer dans les technicalités, WSL1, dit WSL tout court, c'est un layer de traduction d'appel système de la couche Linux vers, enfin, ou des appels kernel, vers le kernel Windows. Donc, vu que c'était un traducteur, ben, Microsoft a dû refaire toutes les translations. Enfin, pardon, je vais faire beaucoup de franglais, donc désolé pour mon vandamisme. Mais au niveau des traductions, donc ils ont dû pratiquement écrire toutes les traductions, tous les syscalls de Linux vers le kernel Windows. Mais forcément, qui dit tous, c'est pas tous, parce qu'il y en a certains, ben, c'est simplement pas du tout la même architecture entre les deux. Ce WSL1 a duré pendant environ 2 ans. Et pendant ce temps, en fait, il y avait l'équipe Docker et Hyper-V de Microsoft qui travaillait aussi sur les Linux Containers on Windows ou LCAO. Et cette technologie, c'était au fait de lancer des micro-VM. Dans le monde Linux, il y a maintenant Firecracker, par exemple, où tu as ces micro-VM vraiment avec un très petit footprint. Et du coup, après, dedans, tu as réellement un Linux dedans, avec un kernel Linux qui tourne. Il y a juste le système de init qui est différent. Basé sur ces travaux plus WSL, l'ampleur que ça prenait petit à petit, au fait, ils ont eu la bonne idée de merger les deux et c'est devenu WSL2. Donc WSL2, de nouveau, l'idée initiale de WSL, c'est comment utiliser, là je dis bash, mais on va dire un user space Linux, tout en interagissant avec Windows, que ce soit file system ou réseau, par exemple. Okay, et les disques forcément, mais bon, c'est file system de nouveau. Donc là, le WSL2, c'était d'essayer de garder ce qu'ils appellent l'interopabilité de WSL, donc du Linux User Space, vers le côté Windows, tout en ayant maintenant un vrai kernel Linux. Donc WSL2, c'est quoi? Un hyperviseur avant tout? Alors oui, exactement. Alors WSL2 en soi, c'est rien du tout. Ok, ça se base sur la virtualisation plateforme de Windows qui tourne sur Hyper-V. Et donc c'est juste, je sais pas comment dire, mais c'est une sorte de d'hyperviseur, peut-être un peu à la Xen, je dirais, où ça va mettre à disposition une micro, vraiment la micro VM
où va y avoir les file systems tels quels, où il y aura le kernel Linux. C'est un peu un petit hack, mais qui est loadé, mais le kernel Linux se trouve à l'extérieur au fait de la VM, mais il est loadé dans la VM, et le process d'init par contre qui est propre à Windows. Et ça, c'est le seul truc qui garde à peu près chez eux. Si c'est une micro VM, c'est pas non plus une distribution Linux entière. Exactement, et très bon point. Non, c'est quand tu installes WSL2, tu installes juste on va dire le framework ou le backend pour faire tourner tes distributions. Après, la distribution initiale de WSL 1, c'était Ubuntu, c'est avec Canonical qu'ils ont travaillé ensemble. La distribution numéro 1 de nouveau de WSL2 qui était venue tout au début, bah forcément, c'était de nouveau Ubuntu. Mais OpenSUSE, Kali, Debian étaient tout de suite accessibles pratiquement dans la semaine qui suivait. Donc c'était quelque chose où ils ont essayé de mettre en place dedans. Par contre, à part Ubuntu et ensuite Penguin, mais ça on discutera un petit peu plus tard, mais c'était plutôt de comment amener notre user space dans WSL2, point barre. Donc si on regarde les versions 1, on va dire de l'époque de OpenSUSE ou même de Kali, c'était vraiment il n'y avait pas de travail. C'était, oh tiens, c'est une VM un peu différente. Vu qu'il y a un init process à eux, il n'y a pas forcément système D de base. Okay. Donc, du coup, il n'y a pas réellement de process, je sais plus quel est le terme, process coordinateur, enfin manager. Donc, tu as Linux qui tourne, mais si tu regardes les processus initiaux dans WSL2, tu verras 4 process, c'est bash et des init, en fait. C'est tout. Est-ce que c'est seulement Microsoft qui a participé à l'élaboration de WSL2 ou ça a été quelque chose de fait en commun avec d'autres acteurs? Alors, bonne question. Et sincèrement, à part Canonical qui était, on va dire, sur le front, on va dire, de dire qui travaillait avec Microsoft sur, on va dire, WSL déjà à la base, je pense qu'il n'y a que réellement Canonical potentiellement qui a un peu travaillé avec eux. Maintenant, il faut savoir que depuis Satya Nadella, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais depuis Satya Nadella, il y a une grande partie, la partie on va dire open source de Microsoft, s'est vraiment agrandie. Il y a de plus en plus d'acteurs du monde, on va dire, soit libres, soit même des anciens de Linux, qui sont chez Microsoft. Donc après, à quel point est-ce qu'ils ont réellement, on va dire, travailler avec d'autres gens, je sais pas. Je sais juste cette partie LK où par contre, c'est vraiment la partie Docker et Microsoft qu'ils ont travaillé aussi ensemble. Donc après, le WSL2, j'ai envie de dire canonical, mais faut pas me citer. Même si je suis sûr en train d'être enregistré, mais faut pas me citer. Ok, et alors avant qu'on entre dans les détails techniques, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là? C'est arrivé, on va dire, 8 ans trop tard par rapport à ce que quand moi j'en avais besoin, mais il y a 2008, j'ai vite historique rapide, mais en 2008, en fait, j'ai changé de travail de simple Windows, on va dire supporter, vers un métier de Unix administrateur junior. Okay, j'ai voulu avoir un challenge dans ma vie et je l'ai eu. Décidément, je l'ai eu. Et à l'époque, c'était vraiment Unix. Donc, c'était HP UX, Sun Solaris. Et Open Solaris ou Solaris x86 apparaissait gentiment vers 2008-2009 à peine. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'avais vraiment besoin de continuer à utiliser Windows. Le fait que je joue à des mémos n'avait rien à voir forcément, hein, mais je voulais continuer à utiliser Windows tout en sortant du travail, c'était pas assez. Donc je pouvais pas forcément me connecter au serveur du boulot en tant que junior. Je dis pas mes seniors pouvaient, il y avait tous les VPN et tout ça, mais les juniors, on évite quand même un peu qu'ils touchent en dehors du travail. Donc du coup, j'arrivais chez moi et la seule possibilité, merci VirtualBox, merci Oracle dans ce cas-là, mais VirtualBox était à peu près la seule solution. Mais il y avait tout le temps ce concept de je dois lancer une VM, ça me consomme des ressources. 2008, on parle que 8 gigas, c'était t'avais une Rolls-Royce quoi. Donc à partir de là, tu te dis ok, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir juste un bash peut-être parce que c'était peut-être aussi ça que j'avais besoin. J'avais pas forcément besoin
d'un full-fledged Linux avec l'interface graphique et tout ça. Non, quand tu es dans les serveurs, c'est la console, c'est ta meilleure amie. Donc là, je voulais vraiment avoir la possibilité, c'était de garder un Linux, garder un Windows tout en ayant un user space, justement, Linux, pour que je puisse m'entraîner, je puisse faire mes commandes. Alors, il y a bien Cygwin, à l'époque, il y avait peut-être d'autres MOBA externes comme ça qui lançaient des sortes de Cygwin-like, mais ça recompilait les applications, c'était pas forcément les mêmes options, les mêmes behaviors, on va dire, les mêmes. Désolé, hein. Et pourtant j'habite en Suisse, hein, mais à force de parler anglais, mais ça fonctionnait pas de la même façon. On va dire ça comme ça, désolé. Et du coup, quand en 2016, t'as Microsoft qui sort WSL, moi j'ai tout de suite ça m'a fait tout de suite clic quoi. C'est exactement l'environnement que j'avais besoin en 2008. Alors après c'est 8 ans plus tard, et à partir de là, j'ai commencé à replonger dedans. Entre temps, j'ai de nouveau changé de boulot. Je suis plus du tout dans le domaine de Linux Unix. Là. Je suis simple administrateur d'un cloud, enfin d'un SaaS, rien à voir. Mais la partie WSL m'intriguait et vraiment me motivait. En plus, il y avait Docker, qui est arrivé aussi dans ma vie, à moi, vers 2016-2017 aussi. Donc, du coup, à partir de là, il y a on va dire, 2016, il y a du Docker Windows, mais bon, c'est les images à 4 gigas passées. Et là, tu te rends compte qu'il y a de plus en plus de Docker, enfin, les aides, les how-to, la documentation, elle est vraiment très orientée Linux, en fait. Avec WSL1, on pouvait pas faire grand-chose, mais il y a quand même des personnes, que ce soit Microsoft ou même Docker, qui avaient trouvé comment faire une passerelle depuis le WSL pour que tu puisses commander, au fait, tes containers sur LKO à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas encore WSL2 à ce moment-là. Donc, sur LKO, et du coup, tu pouvais vraiment suivre, si tu faisais Docker Run, blablabla, t'as ton container qui vient et après tu peux tout le temps le sortir, et si tu dois faire un Docker info avec un format ou un pipe grep pour voir juste quelque chose, là maintenant tu fais pipe grep. T'es pas obligé de commencer à transformer ce que tu es en train de lire vers du PowerShell. Et je connais pas du tout PowerShell, donc ça m'arrangeait bien. Donc à la base, tu dis que pour interagir avec tes serveurs, tu avais besoin d'un SSH finalement. Juste un SSH, ça aurait suffi. Puis au fur et à mesure du temps, même quand on utilise un Cygwin, on se rend compte que non, localement, des fois on fait des commandes, de plus en plus de commandes, et que finalement on a besoin de petits binaires, de petites choses. Tu l'as dit, crêpes, sed ou des choses comme ça. Et qu'en fait, c'est tout cet environnement qu'on aime bien retrouver. Quel rapport tu fais justement entre ton appétence, on va dire, pour Docker à l'époque et ton passage sous le WSL? L'un et l'autre, en fait, se sont, on va dire, motivés pour que je puisse rentrer de nouveau un peu plus dans ce monde un peu Linux, au fait, tout simplement. Dans ce monde d'apprentissage, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que c'est des C-groupes? Tout simplement, j'avais pas vu en détail à l'époque, ça existait sûrement, mais on utilisait plus les Solaris Zone ou bien les HP, c'était les HPVM, les LPAR, Logical Partition LPAR ou VPAR virtual. Donc c'était tout un monde un peu plus vraiment, faut rentrer dedans, c'est du lourd quoi. Là d'un coup quand il y a Docker, Docker moi ça m'a tout de suite vraiment fait penser au Solaris Zone qui était un peu plus simple côté utilisateur, et ça te permettait quand même d'avoir ton petit environnement, on va dire bon, containerisé, mais ton petit environnement où tu pouvais tester des applications par exemple et tu étais sûr de pas trop casser ton système quoi. Et l'un dans l'autre, au fait, plus tu fais du Docker, plus tu rentres aussi tu dois créer potentiellement des Docker files, tu dois commencer à installer des packages selon ta distribution. Comment est-ce que tu l'installes? Est-ce que c'est du apk-add? Est-ce que c'est du apt-get install? Est-ce que c'est pacman? Enfin, on ne sait pas trop. Donc, du coup, c'est ce côté-là, parce que tu lançais un environnement containerisé, et tout d'un coup, tu te dis, j'aimerais bien faire ça aussi sur WSL, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, l'un a appelé l'autre, si t'as envie. Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup hacker WSL à l'époque pour pouvoir faire tourner Docker? Ou c'était relativement simple? Je suis un utilisateur.
on va dire ça comme ça. Je suis pas un développeur, je suis peut-être un gars des opérations, et ça, opération représente, mais je savais pas comment vraiment faire parce que, au fait, t'avais si t'as sur Windows, les sockets s'appellent des named pipes. Et au fait, tu devais avoir une sorte de connexion entre le socket Docker qui devait tourner quand même sur WSL, mais un simple link, ben, ça joue pas parce que forcément les sockets ils vont pas forcément avoir les mêmes, on va dire, les mêmes appels en soi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un, John Stark de Microsoft, qui est assez réputé dans le monde aussi Docker, avait créé ce qu'ils appelaient le NumPy Relay, NPy Relay. Et ce NPy Relay, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il te générait le Docker sock côté WSL avec l'utilitaire socket. Au fait, il transformait l'appel Unix vers l'appel, on va dire, NumPy Relay, et du coup, ben, Docker daemon, ben, quand tu faisais un Docker version, ça va sur ton Docker sock, ça utilise le npipe relay qui fait la conversion vers le NumPy, et du coup, ton Docker daemon, il reçoit l'information, il dit, ok, pas de souci, je te le renvoie, ok? Donc, il a fait juste un petit tunnel, enfin, juste, hein, mais il a fait un petit tunnel, et ça marchait impec. Par contre, arriva le moment de monter des fichiers, de monter potentiellement même le socket et tout ça, et là, ça marchait pas. Parce que là, d'un coup, c'est plus du tout le même. Le Docker daemon, il est quand même sur Windows. Il s'attend à un chemin Windows et non pas à un chemin slash run ou comme ça. Alors, il y avait deux trois hacks du genre, tu mettais si tu faisais slash C slash, enfin, tu créais C du côté WSL. Il faut savoir que du côté Windows, au fait, les chemins en slash, il les reconnaît depuis le début parce que ils avaient quand même une base POSIX de base. C'est pour ça qu'il y avait tout de suite les Unix c'était quoi, Unix Tools for Windows ou comme ça. C'est que le kernel Windows, il a été développé dans le temps où Unix était roi. Donc ils avaient quand même essayé de faire certains appels ou certains systèmes syscall qui étaient à peu près la même chose. Donc le chemin en slash, il a toujours été reconnu côté Windows. Par contre, il n'a jamais tellement été utilisé. Donc si tu faisais un slash C slash et après ton chemin, et que tu avais la même, on va dire, la même arborescence côté Windows, tu pouvais un peu tromper l'ennemi. Mais c'était pas tout le temps. Évidemment, c'est surprenant du côté Microsoft d'amener Linux après les propos d'un certain CEO de l'époque. Mm-hmm. Est-ce que tu sais justement quelle pourrait être la raison pour laquelle Microsoft a décidé à un moment d'intégrer un Linux à Windows? Mm-hmm. Ou alors ça reste quelque chose d'assez obscur? Alors, je sais pas l'histoire, on va dire. Ça va être mon histoire maintenant. Ok? Comment moi je l'ai perçu. Faut juste différencier deux choses. Alors, c'est clair que le management y est pour grand chose. Ok? Donc, on a changé Ballmer, donc la personne I8 est développeur. Ok? Linux est un cancer et tout ça. Donc, moi, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je suis pro Windows, mais je connais mon histoire. Donc, voilà. Donc, Ballmer, on le met de côté. Maintenant, arrive Satya Nadella. Satya, c'est clair qu'il vient et il dit, écoutez, ben, on essaye d'effacer un peu le passif avec Linux, surtout qu'il y a Azure qui est en train de monter en puissance d'un autre côté. Je vais en revenir juste après. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, ben, vu que Linux est quand même beaucoup plus léger dans le monde de la containerisation que Azure et tout ce qui est cloud, basé sur Google, hein, Google Cloud de base, on va dire, tourne vraiment là-dessus. Et on parle pas encore forcément Kubernetes 2015-2016 environ. Enfin, il est là, mais il y a encore Mesosphere, il y a Swarm, il y a d'autres orchestrateurs. Kubernetes n'est pas encore roi du jardin. Donc, du coup, Microsoft, ce qui se passe, c'est que ben, leur container, il est vraiment lourd, mais ils ont besoin des containers parce que c'est quelque chose, la révolution est en marche à ce moment-là. Donc, Satya Nadella dit, ok, ben, on va essayer de se tourner un peu plus vers le libre, ok, avec tout le passif qu'on a. Maintenant, faut savoir quelque chose, et c'est tout le temps qu'il faut séparer les choses. C'est que c'est bien d'avoir un CIO qui dit il faut aller là-bas, mais il faut savoir que dedans Microsoft, que ce soit des gens qui sont soit partis et revenus,
dit-il, Rich Turner, qui a justement lancé WSL plus la refonte du terminal. Okay, donc lui, il a vraiment c'est une personne clé en fait de WSL. Mais lui, il l'a lancé pourquoi? Parce que justement, il y croyait déjà. Il voulait de nouveau une expérience terminale, il voulait son Linux, parce qu'il était déjà Linux quand il était là chez Microsoft. Maintenant, si on regarde les personnes qui travaillent soit sur Azure, mais côté Linux, soit sur l'open source, tous les développeurs advocates et tout ça, c'est tous des personnes qui ont un passif Linux, mais qui sont chez Microsoft depuis peut-être plus de 10 ans. Donc plus longtemps que Ballmer, que Satya Nadella, qui était encore déjà là dans l'âge Ballmer. Simplement qu'ils n'avaient pas leur voix qui pouvait transférer vers le top management. Donc tout d'un coup, quand Satya Nadella arrive et qui dit « Nous, on veut de l'open source, on veut refaire à Miami pour des business raisons, hein, on s'entend, hein, c'est pas un hôpital, hein, c'est pas la charité. » Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, qui étaient déjà très motivées à amener tout ce qui était Linux et open source, ils se sont juste vus la possibilité de le faire. Et maintenant, quand il y a un Rich Turner, justement, maintenant la personne clé là-dedans, qui a débloqué tout ça, c'est Rich Turner, qui était chez Microsoft, qui est parti pendant des années, je sais pas où, qui est revenu, et qui a dit, votre terminal, il pue un peu vis-à-vis des terminaux de nos jours, principalement, les gens qui viennent de Mac, iTerm 2, on vous l'enlève pas, hein, c'est le terminal par excellence. Dans le monde Linux, les Terminator, les Tilix et j'en passe, il y en a plein d'autres. Enfin, ils sont modernes et ça te donne envie d'être dans le terminal. Je veux dire, t'as même ne serait-ce que la transparence, le fait de pouvoir rechercher du texte, le fait d'avoir des tabulations, de pas popper 10 000 fenêtres pour faire tes travaux, de splitter comme Tilix ou Terminator. Moi, j'utilisais Terminator déjà en 2008, donc Terminator, c'était pour moi, c'était parfait, quoi, parce que tu pouvais voir quand tu faisais un SSH et tu lançais quelque chose en daemon, tu regardais tes logs, de l'autre côté, tu faisais tes tâches et tu regardais tes logs, c'est parfait, t'es pas obligé de switcher tes fenêtres, machin et tout. Non, c'est fini ça. Okay, donc lui, il a d'abord voulu attaquer le côté terminal, mais tout d'un coup est arrivé ce côté terminal Linux Bash aussi un petit peu, et il a lancé le WSL qui a pris. Coup de bol. Alors après, l'interne et tout ça, je sais pas. Mais le fait que WSL ait pris en termes de communauté et professionnel, peut-être un peu moins WSL. WSL 2, ça a vraiment ouvert les portes, en fait, maintenant de WSL. C'est pour ça que ça a un peu le vent en poupe maintenant. C'est plus WSL 2 que WSL. Mais avant le grand feu, il fallait ton petit feu de paille, ton petit starter pour que ça prenne. Et WSL, ça a pris, en fait. Mais c'est lui qui l'a amené, tout en sachant qu'il y avait quand même des personnes qui étaient très pro-Linux, de bien avant Satya Nadella, qui était déjà là-bas. Donc, de ton point de vue, c'est quelque chose qui vient plus d'un projet interne chez Microsoft que d'une demande de la communauté. Oui, je pense. Sincèrement, c'est parce que WSL a arrivé et a vraiment pris de court pas mal de gens, en fait. Je m'en rappellerai toujours, c'était pour les personnes qui avaient commencé les insiders, le programme insider de Windows 10, les tout premiers. Tout d'un coup, je crois la deuxième ou troisième version de Insider, ils nous posent ça sur la table. WSL. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez avoir un bash. Vous pouvez faire un apt get update qui est, on va dire, légitime. On ne transforme plus les binaries. Non, c'est du ELF. C'est compiler Linux, c'est consommer Linux. Point. Ça n'a pas changé par contre. Ça, WSL 1, c'était déjà le but. C'était déjà ce qu'il devait avoir. Donc, et là, ça a pris tout le monde de court. Donc après, il y en a, voilà, c'est, ah mon Dieu, c'est le retour de Balmer, Embrace, Extend, Extinguish, et au fait, heureusement, j'ai envie de dire, 5 ans plus tard maintenant, c'est toujours pas le cas, ça extend, ça embrace, ça c'est clair, hein, ça extend toujours, pour l'instant, ça extinguish pas trop, donc l'avenir nous le dira, mais... Ouais, alors ton point de vue, il m'intéresse beaucoup parce que le mien, c'était plutôt de me dire que aujourd'hui, on essaie de tout faire pour donner un environnement confortable aux développeurs. Alors toi, comme tu le dis, tu es du côté Ops, opération. Et moi, ce que je voyais bien, c'était par exemple que si on veut faire tourner un VS Code, avoir le terminal dans le VS Code, c'est une nécessité.
Donc on aurait pu se dire, pour améliorer les études des développeurs, ils ont amené du Linux sur Microsoft, enfin sur Windows. Mais ça peut ne pas être la seule raison. Alors, de ton point de vue, qui s'en sert aujourd'hui et pour quel use case? De mon point de vue, je pense que tu as touché juste un point sensible. C'est justement, alors, le développeur. Tout est fait pour le développeur dans ce temps moderne, que ce soit Kubernetes, mine de rien, même si c'est très opérationnel, mais c'est pour aider les développeurs. Docker, c'est clairement un outil de développeur, et encore plus aujourd'hui. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que ça change? Ben, on aime, on n'aime pas. Bravo à Mac, à Apple, parce que tout d'un coup, on a vu dans la période développement web 2. Enfin, j'ai envie de dire ça 2.0, mais alors maintenant je suis pas développeur. Donc désolé si je suis en train de dire des bêtises, mais c'est comme ça, c'est ma perception du moins. C'est que tout d'un coup, quand on allait en conférence, peu importe quelle thématique ça soit, on voyait des Macs partout. Donc macOS, CQFD, ok, à peu de choses près. Donc du coup, Microsoft, au bout d'un moment, ben, mine de rien, même s'ils sont numéro un du desktop en soi au niveau professionnel, à la maison à cause des jeux, ils vont pas se leurrer. C'est quand même une boîte enfin de création d'applications à la base. Hein. Et du coup, ils savent que s'ils perdent les développeurs, tous autant qu'ils sont, ben, ils vont perdre le futur. Sur le moment, ils peuvent être bien, mais dans le futur, si t'as pas de développeur, ben, c'est l'OS, on va switcher, c'est clair. Ok, c'est pour ça que DirectX, il bombarde encore aujourd'hui parce que tous les développeurs gaming, on va dire, sont à peu près là-dessus parce que c'est simple et c'est orienté vers eux. Donc, le WSL, qu'est-ce que ça a apporté? C'est que ça a ramené quelques personnes qui aimaient Mac, mais ça a quand même un coût, ça a quand même on va dire, tu peux tout tourner en entreprise, mais pas forcément. Donc, c'est pour ça que tu as Office pour Mac, ça marche très bien. Après, tu as peut-être d'autres outils, je sais pas, des VPN ou autre chose qui vont pas forcément fonctionner sur Mac. Donc, comment est-ce qu'on rappelle les développeurs? On essaye déjà de voir quel est leur habitat. Désolé, hein, je ne vous traite pas d'animaux, mais quel est leur habitat. Et leur habitat, c'est la commande prompt. Ok, pour X raisons. On lance des commandes. Oui, on a des UI. Oui, on a Xcode qui est incroyable. Mais Microsoft a Visual Studio Code Visual Studio qui cartonne quand même depuis toujours. Ok, ça coûte cher, mais c'est un outil de développement professionnel. En sortant Visual Studio Code, ben, c'est clair que là, ils attaquent le monde gratuit parce que Xcode est gratuit, non? Si je me rappelle bien. Ouais. Ouais. Donc, je veux dire, c'est le hobbyiste, pas forcément le professionnel, mais le développeur hobbyiste, il y en a quand même beaucoup plus d'hobbyistes dans le monde que de développeurs professionnels, à mon avis. Ok, donc si tu regardes donc GitHub ou comme ça, oui, c'est les grands développeurs qui vont faire les grands produits, peut-être, mais la plupart du temps, ça démarre peut-être avec une idée. Même en tant que développeur, tu arrives chez toi, tu n'as pas forcément les outils que tu as au travail. Donc du coup, quand tu as des outils gratuits qui commencent à venir, c'est bien. Ok, on a Visual Studio Code qui arrive. Comme tu disais, on met un terminal dedans parce que les premiers, je crois qu'il n'y avait même pas. Après, ils ont commencé à le sortir et il avait, il avait l'air bien. Mais ben, le problème, c'est que tu es toujours sur PowerShell. Tu as beau avoir un superbe environnement, toi, ton développeur qui a développé pendant 10 à 15 ans, que ce soit une Node, Ruby, Java, Python, peu importe, et qui a ses habitudes de Pipegrep, Sed, Hawk et compagnie, ou leur propre ligne de commande de leurs outils, ben ouais, c'est pas du PowerShell, quoi. Ça reste du Linux. Ça reste orienté Unix, quoi. Tu veux dire que on peut pas retrouver l'équivalent de ce jeu de commande parce c'est vrai que quand on apprend Linux, on dit déjà le pipe, c'est des super pouvoirs. Au début, on a du mal à réaliser, puis on se rend compte que c'est vraiment la commande dont on n'arrive pas à se passer. Cet équivalent-là, par exemple à un pipe, à un grep, à un sed, tous ces GNU Mhm. tools sont pas disponibles pour PowerShell. Alors, oui, oui, ils le sont, parce que PowerShell, il faut savoir qu'il est quand même arrivé bien après Bash, et qu'au début, on le comparait vraiment à Bash, en fait. C'était le Bash killer, mais côté Microsoft. Donc il a tout ça. Maintenant, il y a deux concepts fondamentaux qui sont très différents. Bash et Linux, tout est fiché. Tout est, on va dire, stream de texte.
Donc, tu cadres quelque chose, tu pipes, tu en fais quelque chose avec le texte que ça te renvoie, et ainsi de suite. PowerShell, et de nouveau, je risque d'être faux, mais volontiers si quelqu'un me corrige après coup, tout est objet. Et du coup, l'interaction, mine de rien, elle est un peu différente. PowerShell est quand même orienté un peu plus développeur, on va dire. Plus que, on va dire, opérateur pur. Okay, donc, les pipes, il y a de base, ça, c'est depuis toujours, donc ça, c'est bon. Ça, c'est tout bon. Le grep que moi, j'utilise quand je dois en faire, c'est le select string. Okay, donc, ils ont tout le temps aussi ce concept de dire c'est un verbe et c'est un mot, un noun, enfin, je sais plus quoi dire. Enfin, c'est du genre, on fait quelque chose avec, enfin, qu'est-ce que je veux faire, l'action, de quoi, avec quoi. Ok, select string, add quelque chose d'autre. Donc enable, blablabla, ainsi de suite. Donc du coup, l'apprentissage de la langue, on va dire, de PowerShell, une fois qu'elle a été apprise, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé, mais c'est pas que une traduction simple, c'est pas de script à script. Là, on parle de script potentiellement à programmation, vraiment, presque orienté objet, Mhm. presque. De nouveau, hein, je suis pas là-dedans, donc. Mais c'est le fait que tu amènes quelqu'un déjà de nouveau dans une plateforme, il doit réapprendre à utiliser l'OS. Ok, il y a WSL, ça va. Enfin, ou s'il n'y a pas de WSL, dans ce cas-là, je dois aussi apprendre à utiliser le shell parce que je suis particulièrement dans le shell. Je dois utiliser mes outils, je dois apprendre à savoir setuper mon environnement à la Windows, avec les chemins à la Windows. Ok. Dès que WSL est là, je retrouve mes slash, je retrouve mon slash home, slash blabla, mon user lib, peu importe. Ok, je me sens quand même un peu plus à la maison et je travaille sur mon file system Linux, comme je le connais. Je vois bien. Donc alors, si on revient sur WSL, justement, quelle différence tu fais entre une distribution de Linux classique, enfin disons un Linux qui va tourner sur une machine ou une VM, et la façon dont il va être exécuté dans WSL? Alors, à partir de maintenant, quand je vais dire WSL, il faut penser WSL2. Parce que WSL1 vis-à-vis de Linux, c'est quand même très différent. De nouveau, comme je disais, c'était une traduction, un layer de traduction qui transforme les systèmes call de Linux vers les systèmes call de NT, Windows. Si on veut comparer, on va dire à peu près une grosse orange avec une petite mandarine, bah, ça serait plutôt Linux versus à ce moment-là WSL2. Alors, chaque fois que je dirais à partir de maintenant WSL, c'est vraiment, je pense, WSL2. Hein, c'est juste ma manière de parler. Donc, la grosse différence qu'on a, je vais commencer par là et après, je vais finir par le positif. Mais la grosse différence qu'on a, comme je disais, c'est un init system qui est propre à Windows, donc à WSL, c'est à Microsoft, on va dire, c'est eux qui ont mis ça en place. Ça lance juste vraiment un ou deux init process qui lancent chacun les parties des VM, le hardware qui a besoin, virtuel, plus notre session, notre user space, notre profil, bash ou ZSH ou fiche, peu importe. Donc ça, c'est déjà la base. Deuxième point qu'on ne peut pas encore changer aujourd'hui, le root est x4 uniquement. Pas de ZFS, pas de BTRFS, pas d'autre chose. Ok, RazorFS, ce que vous voulez. On peut pas. C'est le init process, la base, on va dire, de la micro VM, elle est comme ça. Elle va avoir un disque extérieur, un disque Hyper-V, donc VHDX. Ok, donc ça va être notre file system et il va être vraiment contenu là-dedans. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, ça boot, ça prend le disque, ça fait tout le soin et on arrive dans notre système à nous. Ok, donc ça fait tout le boot process. Et à partir de là, maintenant, c'est là où on va enfin rejoindre le monde Linux. Ça veut dire qu'on arrive, et là maintenant, de nouveau comme WSL1, on fait nos updates, on fait nos upgrades, on installe nos softwares et tout ça. Mais maintenant, on a aussi tous nos sockets qui n'ont pas besoin de traduction, donc Docker potentiellement peut enfin tourner sur WSL2 directement. Donc je viendrai après sur Docker Desktop. Mais pour l'instant, tout à la base, c'est qu'on pouvait enfin retourner. Il y a les C-groupes, mais il n'y a toujours pas de système D. On a c'est même pas OpenRC et on a le concept de service, donc on peut quand même faire un sudo service docker up,
ou Docker Start, je sais plus trop le service, mais ça va le faire. On va pouvoir faire nos RC updates pour le mettre qui se lance à chaque fois qu'on lance notre distribution sur WSL2, que ce soit Ubuntu, Arch Linux, et j'en passe, OpenSUSE, Kali. Donc du coup, tout ça, on va pouvoir utiliser tel quel. Donc on va pouvoir aller sur le net, on va pouvoir lire potentiellement comment est-ce qu'on installe Go, comment est-ce qu'on installe Python. On va venir dans notre distribution qui tourne sur WSL2 et je vais suivre vraiment, littéralement, le how-to, la documentation de A à Z. Si je dois faire un curl, blablabla, SH, ne faites jamais ça, c'est sur le net, c'est dangereux. Mais vu que c'est la méthodologie qui est à peu près utilisée par pas mal de, on va dire, même de langages de programmation, on fait confiance forcément. Donc si on fait notre curl pipe SH, on aurait fait ça comment sur PowerShell ou peu importe. Tu fais pas. Justement, c'est ce que je dis. Les documentations, elles sont faites pour Linux. Mais là, tout d'un coup, je peux simplement prendre mon URL et l'appliquer tel quel sur WSL2. Ça tourne et j'ai mon Go, j'ai mon Python, j'ai mon peu importe qui tourne. Donc c'est là la comparaison. Maintenant, un Linux VM, je ne vais même pas dans le bare metal, juste VM, ben, il y a les init process tous, il y a le process manager, il y a quand même tout un environnement, même, je parle même pas du GUI, mais juste tout un environnement qui se lance de base qu'on n'a pas sur WSL2 aujourd'hui. Mais on a notre kernel, on compile des kernels. Croyez-moi, j'en compile assez. Je m'attendais jamais à dire qu'un jour je compile un kernel Linux. Sincèrement, c'était quelque chose qui n'était pas dans ma bingo card. Pour moi, ben, sincèrement, non, c'est vraiment, c'est là où on va pouvoir enfin comparer. Maintenant, il y a toujours des limitations. Avant que tu parles des limitations, je serais curieux justement de connaître la petite histoire de compiler un kernel Linux parce que moi, ça fait 15 ans, 20 ans que j'en ai pas compilé. Je crois que les use cases sont de moins en moins fréquents. Est-ce que tu peux expliquer la petite histoire, pourquoi toi, tu as été amené à compiler un kernel sous Windows? Oula. Alors, c'est Kubernetes, de 1, la raison. La deuxième raison, je vais revenir, mais la deuxième raison, c'est juste une délimitation. C'est que depuis 15 ans, comme tu dis, Linux a le concept de loader les modules dynamiquement. Pas besoin d'être compilé, tu fais ton mode probe ou ça, enfin, ça va insérer le module dedans et t'es pas obligé de faire une compilation. WSL2 pour le moment est quand même bloqué là-dessus. Ça veut dire que si ton kernel n'a pas le module compilé, il va pas pouvoir l'insérer. C'est pas en installant le package il va essayer de faire son petit DKMS, mais si t'as pas le config souligné vhost vsoc, je suis en plein dedans là maintenant d'ailleurs, mais si t'as pas ton vsoc qui est déjà pré-compilé dans le kernel, ben tu vas pas pouvoir l'insérer. Impossible. Donc ça c'est une des limitations. Le dynamisme que Linux a apporté depuis 15 ans, et comme tu dis, il n'y a plus vraiment besoin de compiler des kernels. Tu mets à jour, tu as ton kernel qui se met aussi à jour. Tu as même des outils, bon, à l'époque, il y avait déjà, je crois que ouais, c'était Oracle Linux avec leur Unbreakable kernel, je sais pas si ça te parle. Ils avaient déjà leur layer qui était le fameux, c'est que tu avais ton kernel Linux qui était réellement dessous, qui était jamais patché, mais eux, ils avaient leur Unbreakable kernel qui était juste une couche au-dessus. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec Ubuntu, tu as le live patch, on va dire, où tu ne rebootes même plus. C'est simplement que ben, tu as deux kernels qui tournent en parallèle et tu as un système qui redirige les appels kernel vers le nouveau kernel et quand on n'a plus dans l'ancien, ben, il le bazarde. C'est vraiment expliqué grosso modo, mais l'idée, elle est là. Sur WSL, on n'a pas du tout ça. Okay, WSL, tu n'as pas une injection dynamique de modules dans le kernel. Donc, du coup, back to the past, qu'est-ce qu'on a? On a Kubernetes. Alors, Kubernetes, il faut savoir, il y a pas mal de modules kernel qui sont besoin spécifiquement au niveau, tout ce qui est, pour certains appels DC group, et tout ce qui est réseau. En fait, les NecTrack, et ainsi de suite. Je les connais pas tous, mais il y en a pas mal qui sont là-dedans. Du coup, le kernel qui était
données de base. C'est un kernel downstream, tout ce qui est de plus normal. Hein. Microsoft n'a pas réinventé leur kernel ni rien. C'est de nouveau, ils ont essayé de garder leur mentalité du monde ouvert, de dire, si on fait de l'OSS, on le fait bien. Donc, on prend le kernel, on modifie potentiellement certaines choses et on le pousse upstream s'il le faut, de temps en temps. Il y a peut-être juste un truc où j'ai envie de voir s'ils vont le faire, qui est pour DirectX, mais pour l'instant, on oublie ça. Mais par exemple, il y a un autre patch, justement, c'est le dernier que j'étais en train de compiler, le dernier kernel d'ailleurs, c'est en fait Hyper-V à le free page reporting au fait pour dire que quand il n'utilise pas, la VM n'utilise plus de mémoire, qu'elle le rende à l'hyperviseur et l'hyperviseur le rend à l'hôte. Si on n'a pas ça, la VM elle va dire j'ai besoin de 5 gigas de mémoire et même si elle en a plus besoin de 5 gigas, elle reste avec ses 5 gigas. Les 5 gigas sont consommés en rien, mais ils sont consommés. Donc après coup, si j'ai envie encore de 2 gigas de plus, la consommation totale, c'est 7 gigas. C'est pas juste 2 gigas. Parce que j'ai rien rendu à l'autre. Donc, mais Hyper-V, et du coup, ça a été fait en downstream. Alors, ils ont pris le kernel Linux, le normal, sur kernel.org, ou master de Torvalds, et du coup, main, on dit plus master, pardon, main de Torvalds. Du coup, ils ont fait leur patch et ils sont en train de le pousser upstream. Donc, à 5.12, 5.13 environ, c'est à peu près qu'on ils sont en train de viser. Maintenant, on va dire la publication de ce patch, il fera partie du kernel Linux normal. Donc, ils jouent quand même, ils essayent vraiment d'être sincères, de jouer la carte de la sincérité du moins vis-à-vis de l'open source. Donc maintenant, voilà, c'était tout ça pour dire que à l'époque, il n'y avait pas. Donc après coup, WSL2, ils ont apporté la possibilité d'avoir nos propres kernels, de compiler les kernels et du coup de les mettre de nouveau en dehors de l'hyperviseur, mais de faire un appel à ce kernel pour qu'il soit loadé. Et j'ai compilé mon premier kernel il y a un an et demi environ. Vraiment, même encore aujourd'hui, faut pas me dire, je comprends ce que je fais, mais de temps en temps, je comprends pas forcément les options qui sont choisies. Donc, faut, si vous voulez en débattre, ça sera pas avec moi, mais tout d'un coup, c'était très drôle parce que je me dis, mais où est-ce qu'on en est venu au point que, justement, l'utilisateur Windows, on va dire lambda, dans ce cas-là, mais tout d'un coup, commence à compiler des kernels Linux. J'imagine que quand tu avais besoin d'aide, tu as dû tomber sur des pages de forum qui dataient de 2006. Ouais, tout à fait, c'était ça. Donc, on est dans la partie justement où tu peux évoquer un peu ce qui est les limites aujourd'hui de WSL, peut-être les bugs que tu as pu rencontrer ou les choses qui fonctionnent pas comme attendu. Alors, le gros point, on va dire, négatif aujourd'hui. Alors, de nouveau, je suis pas développeur dans le sens où je rencontre pas forcément moi ces problèmes-là. Dans mon côté hobbyiste et côté testeur savon fou de WSL, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est vraiment les file systems. J'aimerais bien ne pas booter sur du X4, mais plutôt j'avais fait un blog de comment compiler compiler le kernel et rajouter ZFS accessoirement, qui ne sont pas compatibles en termes de licence, mais on peut le faire. Donc j'ai fait ce blog post et moi ZFS ça me renvoie à mes années Sun Solaris et du coup je voulais revoir comment ça avait évolué côté Linux aussi. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas booter dessus. Par contre, si on regarde du point de vue, c'est Ubuntu qui boot maintenant sur ZFS, je crois, de la 2010 ou un truc dans le genre, ou bien BTRFS de Fedora, ok, c'est pareil, on compare les deux, donc Fedora boot sur BTRFS, ça crée des subvolumes, c'est dynamique, on peut faire des choses qui sont vraiment plus modernes qu'avec un X4. Donc ça, moi, ça m'embête parce que tout d'un coup, ça me permet pas de forcément de tout tester non plus. Vu que mon root n'est pas dans un autre file system, quand je vais lire certaines documentations qui disent comment est-ce qu'on vous pouvez participer à l'aide de je sais pas de voir par exemple Docker et BTRFS,
il y a toute une partie, on doit monter des subvolumes, on doit faire plein de choses. Je pourrais le faire partiellement, mais je pourrais pas le faire complètement. Donc, comment est-ce que je peux participer maintenant à l'aide, me sentir, on va dire, inclus dans ce monde open source, si ma base, elle est pas possible au fait d'être à 100%. Certains diront, boot une VM, je pourrais faire ça, ou j'ai une machine avec un Linux quand même dessus, donc je peux quand même aller dessus. Oui, mais le but ici, c'est de se dire, pour les personnes, et j'en croise beaucoup, pour les personnes qui n'ont qu'une seule machine, qui sont potentiellement à la maison maintenant avec le Covid, hein, mais qui sont à la maison, ils veulent peut-être pouvoir continuer avec Windows, comme moi j'étais en 2008, quoi, continuer avec Windows, mais avoir leur WSL pour à peu près avoir tout leur environnement. Donc le file system, le deuxième gros point négatif, c'est le réseau. Et là, par contre, là, on rentre dans une thématique que je suis pas très très fort, du tout même, mais tout ce qui est, alors, port mapping de WSL2 vers Windows, ça fait partie de l'interopérabilité, c'est fait de base, ça marche, mais encore à peu près, mais ça marche bien, on va dire. Mais par contre, il n'y a pas le renvoi, en fait. Les ports qui sont forcément ouverts sur Windows ne seront pas forcément ouverts côté micro VM. Okay, donc il y a toute une discussion. Après, toute la network stack, je crois qu'il y a aussi pas mal de soucis avec certains protocoles et autres. Donc, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que je connais pas forcément très bien. Mais je sais que le réseau, on va dire aujourd'hui, si vous allez sur le GitHub, hein, la page GitHub de WSL2, parce qu'il l'utilise pour avoir les issues et les potentiels PR. Du coup, si vous allez là-dessus, vous verrez que réseau, je pense que ça doit être l'acteur numéro un, quoi. Puisqu'on en a parlé aussi des limitations, est-ce qu'on peut aussi parler un peu de la sécurité? Parce que quand on parle d'un terminal qui soit sous Mac ou qui soit sous Linux, c'est quelque chose qui fait partie de l'OS lui-même. Là, on est en train de parler d'un sous-système qui doit communiquer avec un système principal. Et j'imagine que d'un point de vue sécurité, il y a pas mal de choses qui viennent sur la table. Mhm. Alors, tout pareil, la sécurité, on va dire, tant qu'on n'a pas réellement travaillé dans les serveurs ou autres, la sécurité, c'est du genre, je suis sur mon Windows, j'ai mon pare-feu, c'est bon, il n'y a personne qui est chez moi. Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Alors, du coup, ce qui se passe, faut déjà savoir quelque chose. C'est que un WSL2, même si on utilise le root WSL2, c'est quand même un sous-process qui tourne sous notre utilisateur Windows. C'est pas parce qu'on est root dans WSL2 qu'on est forcément administrateur côté Windows. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, pour être vraiment administrateur, pour faire des tâches d'administration, certaines, par exemple comme PowerShell, ils nous demandent d'avoir des, des droits élevés, ça va être la même chose pour la console. Peu importe quelle shell on utilise derrière, il faut que la console soit aussi en mode élevé. Donc maintenant, rentrons on va dire, potentiellement de la problématique de si on a tout qui est correct, donc mon utilisateur c'est un administrateur, et en plus je tourne ma console sous administrateur. Donc en gros, déjà j'ouvre pas mal de portes à des attaques. Comme j'ai dit juste avant, si on touche rien sur WSL2 de base, alors WSL2 va pas forcément faire grand chose. J'aimerais bien faire peut-être un jour, peut-être dans une VM, allez, je ferai un RMRF de System 32 et voir si ça le fait, quoi, juste pour le fun de la chose. Mais je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même les garde-fous de Windows normal, ok, garde-fous normaux, pardon, qui vont justement dire stop, ou bien les ACL vont quand même stopper tout effacement de fichiers qui ne devrait pas être fait. Par contre, arrive le réseau. Donc, comme je disais, le réseau de WSL2, il se map automatiquement en fait sur le réseau de Windows. Donc, quand on ouvre un port, le port 8080 par exemple, sur alors je vais le dire, Nginx ou Engine X, je sais pas. Enfin bref, désolé, c'est juste pour la blague. Mais c'est ici, s'il ouvre le port 8080, il va l'ouvrir sur la machine Windows. Il suffit que votre machine Windows, elle ait pas de pare-feu, ou bien elle soit, je sais pas, où vous avez ouvert le port 8080 sur l'extérieur parce que vous voulez débugger votre site quand vous êtes à distance. Votre port 8080, il va être ouvert sur l'extérieur tout court.
Donc les personnes, elles vont rentrer, elles vont arriver sur WSL2, mais par contre, après, une fois qu'elles sont sur WSL2, si elles regardent si mount C ou enfin MNT/MNT/C est présent, ils peuvent revenir de nouveau s'infiltrer, on va dire, côté Windows. Okay, ou lancer tout simplement un PowerShell.exe depuis WSL2. C'est quelque chose que j'ai pas encore trop parlé d'interopérabilité, mais je pense que ça ira. Alors, sécurité, qu'est-ce qui se passe? En connaissant tout ça, il faut savoir que, le processus, enfin, ou les process qui sont en train de tourner sur WSL. Alors, déjà, WSL 1, les process, on va les voir du côté process de Windows. Donc, l'antivirus, ça a été prouvé par plein de tweets et même un blog post, je crois, c'est que s'il y a du code malicieux, on va dire, côté WSL1, l'antivirus Windows va le voir. Donc, il va le stopper. Il y avait toute une thématique au fait là-dessus, et ils avaient démontré au fait que justement il y avait de ça dessus. Donc là déjà on est à peu près, alors pas complètement, mais de nouveau il y a de nouveau un autre garde-fou, c'est que l'antivirus côté Windows est quand même assez intelligent, ou ils l'ont fait assez intelligent ou assez aware pour reprendre Van Damme, mais de l'environnement qui a potentiellement du WSL, et il va reconnaître. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, même l'antivirus, moi je crois l'antivirus de Microsoft a été porté sur Linux il y a 6 mois, non je crois. Donc maintenant si on rentre sur WSL2, certains processus on va quand même les voir côté Windows, et du coup on va quand même pouvoir apporter ce concept de sécurité, mais tout ce qui est port, okay, tout ce qui va être réseau, ben forcément notre firewall Windows, là par contre vu qu'il y a on va dire un bridge vers, enfin un pont sur le réseau Windows, ben notre firewall Windows il va clairement voir que ok, pourquoi tu essayes d'ouvrir le port 8080. Donc à ce moment-là, on peut aussi bloquer ça de ce côté. C'est pas. Alors, est-ce que ça apporte un autre, on va dire, ça ouvre une autre porte sur une surface d'attaque? Je pense que oui, mine de rien. Ok, c'est clair. C'est une feature en plus. C'est clair que cette feature-là, elle va apporter des choses. Maintenant, tous les garde-fous qu'ils ont mis va restreindre quand même on va dire la quantité de cette surface. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, je suis pas expert, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont mis derrière. Il y a pas encore eu un oh mon Dieu, grâce à WSL2, j'ai pu hacker une machine. Il y a eu des exemples du genre ouais, j'ai pu ouvrir un port et tout ça. Oui, mais de nouveau dans le concept que l'utilisateur était administrateur de sa machine, que la console était lancée en mode administrateur, et à ce moment-là, oui, ben voilà, que ça soit WSL ou PowerShell, ça aurait été kiff bourricot en fait. D'accord. Pas de dirty code, de débordement de tampons, d'escape de la machine. Rien de tout ça n'est encore référencé nulle part. Non, alors pas pour l'instant. Par contre, il va souffrir des mêmes problèmes. Le bug de sudo qui est venu, c'était quoi, il y a 2 semaines, une semaine ou 2 semaines. Ben, c'est clair que de nouveau, on est en train d'installer des distros Linux sur une VM. Notre sudo, il va quand même être impacté à ce moment-là. Par contre, la surface d'attaque, qu'est-ce que sudo va nous permettre de faire? Ça va être dans le contexte de WSL2. Ça va pas être dans un contexte full Linux, en fait. Ouais. Aujourd'hui, les cas d'usage qu'on peut faire, c'est encore c'est encore pour jouer, ou alors on peut déjà aller avoir des vrais use cases d'entreprise en utilisant WSL? Use case d'entreprise en termes de machine de développeur, je pense qu'on y est depuis déjà un petit moment même. Ah pardon, j'ai pas touché encore à un point avant que tu cites les soucis, les performances. Les performances disques, certaines fois, que ce soit Ruby, que ce soit Node.js, NPM, vous connaissez hein, l'image des NPM modules, mais c'est tant qu'on est sur, on va dire, le file system de WSL, qu'on travaille dessus, ça va aller vite. Il y a des fois, c'est même presque plus rapide que des VM, et pas du bare metal, mais on va dire presque avec tout le caching, machin et tout. Mais par contre, c'est clair que du moment qu'on commence à travailler depuis WSL sur le file system Windows,
Là, par contre, il y a de nouveau des traductions, comme on parlait avant WSL, les traductions kernel. Là, on a des traductions file system, que ce soit des permissions. La case, est-ce que c'est sensitive, insensitive? Donc, tout d'un coup, là, il y a les performances qui te perdent. Mais genre, beaucoup. Les performances, c'est vraiment un petit souci. Mhm. Enfin, un gros souci si on ne travaille pas de manière optimale, qui est justement de travailler complètement sur WSL2, mais interagir avec Windows quand il le faut. Mais le gros, on va dire, du développement va rester sur WSL2. Ce qui nous amène à dire que maintenant, VS Code, justement, s'était amélioré et que maintenant, on peut lancer VS Code côté Windows il lance le VS Code Remote, on va dire, c'est un petit serveur qui se lance côté Linux et on peut développer depuis là-bas. Maintenant, ta question de nouveau, après avoir parlé des performances, désolé. Donc, c'était pour savoir si aujourd'hui, Ah oui, l'entreprise. on pouvait avoir des use cases d'entreprise sur WSL2 ou si c'était encore très limité et un peu bêta, on va dire, et puis très expérimental. Bêta, non plus, parce que maintenant, le dernier WSL2 est sur Windows 10 version 2004, enfin ils appellent ça 2004. Donc c'est quelque chose qui est live, qui est supporté, qui est une feature, okay, qui est un module de Windows 10. Donc il est là, il est stable. Si on s'en maintient vraiment à l'utilisation de je lance WSL2, comme j'utilise. Pour les développeurs, oui. Pour les opérateurs, pourquoi pas, ça nous fait peut-être un potentiel endroit où on a notre SSH, on a tout ça. Donc ça remplace clairement Cygwin, ça remplace les MOBA externes potentiellement. Je dis pas que ça remplace complètement, hein, parce qu'il y a, enfin les interfaces, Cygwin je pense que oui, mais MOBA externes ou comme ça, ils ont quand même des outils autour juste de leur mini shell ou de leur SSH. Donc à ce moment-là, je pense que MOBA externe a encore, on va dire, raison de vivre aujourd'hui. Mais c'est clair que ça s'est diminué. Si on n'amène rien, si on disait juste comme Cygwin, ben voici un environnement où je fais tourner des applications Linux transformées, qui plus est, WSL 2 aujourd'hui a complètement remplacé. Parce que c'est non transformé, voilà, tu consommes tel quel. Donc en entreprise, ces personnes-là, oui. Côté serveur, même Microsoft sont pas très derrière WSL2. Donc il y a eu un tweet d'un des responsables de la virtualisation chez Microsoft qui n'était pas très enclin à amener WSL2, on va dire, sur le serveur. Mais côté client, WSL2 sur Windows 10 en entreprise, oui, allez-y. Vraiment, et de nouveau, c'est pour vos use cases s'il y a besoin d'avoir des outils Windows que vos boîtes ne peuvent pas fournir sous peut-être Linux ou Mac. Le Linux desktop en entreprise, c'est un beau rêve, mais c'est déjà un rêve quand moi j'ai commencé à Linux. C'est encore un rêve aujourd'hui. Je suis désolé si j'en froisse quelques-uns, mais c'est malheureusement peut-être une vérité. Donc du coup, on arrive à à peu près, quelle est la meilleure solution après coup. Est-ce que vos machines peuvent tourner des machines virtuelles? Ça veut dire que potentiellement vous devez avoir VirtualBox ou un VMware ou Hyper-V, on va dire, qui tourne dessus. Ça consomme des ressources, oui, non. À ce moment-là, peut-être que WSL2, avant d'arriver au Linux Desktop en entreprise, est peut-être la meilleure solution dans un monde, on va dire, de développement pur ou d'opération légère. Si on voit le serveur, moi, ce que j'avais fait à l'époque, alors WSL2 est installable sur Windows Server 2019. Okay, c'est juste pas supporté. C'est considéré comme bêta ou peu importe. Microsoft, ils vont pas vous supporter. Mais grâce à ça, typiquement, ben, on peut faire tourner potentiellement. À l'époque, j'avais fait juste un POC, mais c'était Docker for Enterprise. Okay, sur un node, on va dire, Windows Server. Alors, le pourquoi, c'est que, comme j'ai dit, je viens de la pharma. Je viens d'une boîte où on n'est que Microsoft. C'est même pas qu'ils pensent à autre chose, non, c'est juste Microsoft, point barre. C'est pas nous qui choisissons. Vous savez que vos décideurs, potentiellement, ils voient quelles sont les entreprises qui peuvent vous fournir du support. Donc, à partir du moment où potentiellement vos serveurs sont tous en Windows Server 2019, du moins, ok. Si vous voulez faire tourner peut-être un Docker, pas un Docker pour Windows, donc le Docker entreprise, hein, pas un Docker pour Windows, mais avoir un Docker peut-être un peu plus mis à jour, plus régulièrement et tout ça. J'adore Microsoft, hein, mais c'est de temps en temps, il y a quand même
une séparation entre les deux mondes. Donc à partir de là, j'ai envie d'avoir mon WSL2 qui tourne sur mon serveur parce que je sais que j'ai mes outils qui sont dessus. À la manière d'entreprise, ça c'est important. Alors c'est clair qu'après coup, de nouveau, retour à la sécurité et ainsi de suite. Mais ça peut être, selon moi, vraiment le côté serveur, côté entreprise, mais maintenant serveur, aujourd'hui, alors c'est pas en prod, ne mettez pas WSL2 en prod, même si vous êtes à fond dedans comme moi ou peu importe. Heureusement, c'est pas moi qui ai la main sur les serveurs de ma boîte, donc du coup ils sont tranquilles. Mais côté développement, côté opération, moi je pense qu'un WSL2 en entreprise, ouais, ça fait tout à fait du sens. Ok, super. Alors, pour ma part, je vais peut-être encore attendre un peu avant de re-switcher vers Microsoft. Mais tu pourrais le faire tourner en parallèle. Tout à fait. C'est une idée. No comment. Parallèle, tu sais, tu vois. Ouais, j'avais bien compris le jeu de mots. Nino, merci beaucoup en tout cas pour ce moment, c'était très agréable. Parfait, merci beaucoup Stéphane. C'était vraiment, vraiment très cool, quoi. Et j'espère que, qui sait, un jour je verrai un petit print screen qui montre que tu es sur WSL2. Voilà, ou alors j'aurai l'occasion de te recevoir le jour où ça tournera bien sur le côté serveur. Qui sait. Et Merci beaucoup. merci à toi. Retrouvez Nuno sur Twitter @linuxtech et WSL sur docs.microsoft.com/windows/WSL.